Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, aujourd'hui, c'était une vidéo à la base, je l'avais pas prévue, mais bon, comme beaucoup d'entre vous, hein, je vais pas dire tous, hein, parce que je suis sûr qu'il y a des gens beaucoup plus consciencieux, mais comme beaucoup d'entre vous, j'ai souvent la flemme. Et quand je lance une impression, eh ben, je ne vais pas forcément calibrer aux petits oignons chaque paquet de filaments que je vais ouvrir pour lancer une impression. Et donc, je pense que beaucoup de gens outrepasse les étapes de calibration de l'imprimante et surtout de préparation du filament pour obtenir le meilleur de son filament. Alors ça, il y a quelques étapes à suivre et moi je les passe en général et quand on les passe, ça donne ceci, c'est-à-dire un résultat qui est vraiment pas top. Il y a de la sous-extrusion, les surplombs sont pas gérés. Bref, ça pourrait paraître bien, mais c'est pas le cas. Alors, là, j'ai fait quoi? J'ai ouvert une boîte de quelque chose, c'est du PCT-GF. J'ai trouvé un profil générique et je me suis dit: «Bon allez, je vais bouger un peu les plages de température, on va faire à la grosse louche, ça devrait le faire» et ça l'a pas fait du tout. Du coup, je me suis dit: «Bon, allez, tu prônes toujours le fait qu'il faut respecter certaines étapes de calibration, qu'il faut respecter des étapes de conservation et de traitement du filament» et c'est vrai que je le fais la plupart du temps, même si des fois j'ai la flemme et que je passe les étapes. Vu le prix de ce filament, voilà, je me suis dit que j'allais vraiment respecter ces étapes et faire une calibration aux petits oignons. Alors, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. C'est dans cette vidéo, je vous montrerai les étapes que moi je suis et moi j'utilise Orca. Pour ça, j'utilise pas toujours Orca pour tous mes prints, mais par contre pour faire ma calibration de filament, j'utilise à peu près toujours Orca parce que c'est l'outil, enfin c'est le slicer qui intègre le plus les outils qui me plaît d'utiliser pour faire mes tests de calibration. Donc, je vous propose de regarder ça en détail avec moi. Je vous expliquerai un petit peu l'ordre des étapes parce que c'est aussi quelque chose qu'on me demande souvent. C'est tiens, est-ce qu'on fait la température avant le débit? Voilà. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. Attention, la manière dont moi je fais, ce n'est pas de la science infuse, ce n'est pas la vérité avec un grand L et un grand V, c'est la manière dont moi je fais et pour lequel je suis assez content. Les choses sont tout à fait discutables et l'espace commentaire est là pour ça. Je peux peut-être ne pas utiliser un test qui vous paraît assez opportun. Je peux ne pas respecter les étapes. Alors, il y a des étapes qui sont importantes, hein, vous le verrez. L'étape, pour moi, la température, c'est la base, hein, c'est de s'assurer qu'on a bien réglé la température de son filament dans son slicer. Donc, voilà, ça c'est une première étape, mais ensuite, on regardera les autres étapes. Allez, on va essayer d'avoir une meilleure pièce de ceci. C'est parti. Bon, alors, quel que soit le filament utilisé, la première étape à faire, qui est une étape quand même importante, je sais que beaucoup la passent, certains trouvent ça inutile, mais en tout cas, il faut que votre filament ne soit pas humide et en fonction de l'espace où vous le stockez, il peut prendre plus ou moins et plus ou moins vite de l'humidité. Alors, vous voyez, moi, par exemple, ce que je fais, c'est qu'après que j'ai utilisé une bobine, je la remets toujours sous vide. Donc, pour ça, j'utilise un appareil de mise à sous vide culinaire, tout simplement. Et dans mon cas, c'est quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez, un Solis avec des sachets de conservation. Et évidemment, il convient de venir avant tout déshydrater notre filament. Alors pour ça, il y a plein de méthodes. Il y a les dryers. Ici, c'est pour vous montrer un exemple de dryer. Ça, c'est le Sunlu S4 en 4 bobines. On a toutes sortes de petits dryers différents. Il y en a on peut se servir directement quand l'imprimante est compatible, par exemple de l'intérieur, de la Bamboo, de la Kiddy. La plupart des imprimantes à caisson fermé permettent d'avoir un mode de déshydratation du filament. C'est utile à savoir. Il y en a qui utilisent les fours alimentaires. Moi, je ne suis pas très convaincu de ça. Non pas de l'efficacité des choses, mais surtout du fait d'utiliser là où on prépare de la bouffe pour, enfin bref, voilà, moi ça me convainc pas. Donc première étape, bien penser à la déshydratation et au stockage de nos filaments quand on le réutilise plus tard. C'est déjà une étape essentielle pour avoir un beau print. Bon alors vous pourriez me demander pourquoi le fait que ce soit un peu humide, ça peut avoir un impact. C'est très simple, il faut imaginer que le filament
hein, la bobine va fondre. Et s'il y a des micro petites particules d'eau dedans, hein, trop, et ben, au moment du processus chimique de fonte, il va y avoir des petits espacements. Et ces espacements peuvent faire des petits blobs, peuvent venir impacter le processus de fusion tout simplement, voire même refroidir si c'est vraiment chargé en eau, refroidir et donc d'une certaine manière ne pas permettre le flux correct, puisque l'idée est très simple, hein, vous faites fondre du filament à une certaine température, il faut que la température soit constante. S'il y a des variations de température, il y a une variation sur la manière dont le filament est fondu. Si le filament est plus ou moins fondu parce que la buse change de température, même avec des micro-variations, eh ben, ça pose des problèmes et ça pose de la régularité. Il y a des impacts esthétiques aussi, hein, des fameux petits blobs, enfin bref, toutes les bonnes raisons pour lesquelles il faut bien d'abord penser à venir déshydrater notre filament et le conserver dans des bonnes conditions. Bon, alors, après qu'on soit assuré que notre filament est bien déshydraté, qu'on l'a stocké de manière correcte et que donc on va l'utiliser, qu'on a un filament qui est utilisable, eh ben, il y a quelques étapes à suivre et il y a un certain ordre pour ces étapes. Alors, l'ordre n'est pas une science infuse, hein, c'est pas quelque chose qui est définitif. À part quelques points très cohérents, d'autres, vous pouvez faire un test, avant l'autre, enfin voilà, c'est une question d'habitude. Moi, je vous montre mon habitude. Par contre, hein, j'insiste, le test de température, d'entrée de jeu, est vraiment important. Je pense que c'est bien de d'abord fixer une plage de température correcte et ensuite, après, venir faire les autres tests de calibration. Alors, premier point aussi, vous voyez que je suis sur Orca Slicer. Pourquoi pas Bamboo Studio? Pourquoi pas les autres? Ben parce que je trouve qu'Orca Slicer est celui qui offre les possibilités de calibration les plus avancées, ou en tout cas celles qui me semblent les plus intéressantes pour moi. Alors, pour bien calibrer son filament, première chose à faire, donc, c'est la température. Alors, je vous montre ici, mais quel que soit le slicer, il y a bien un endroit où vous pouvez venir régler la température de votre filament. Je suis donc ici sur mon fameux filament de Fiber Logi du PCTG GF. Vous pourriez tenter de vous dire il faut absolument que ma densité soit bien renseignée. Si c'est sur Orca, ce paramètre peut être intéressant, mais uniquement à des fins statistiques, puisque c'est plutôt au niveau du rapport de débit qu'on va venir régler vraiment l'apport de matière dans l'extrusion. Ici, c'est vraiment plutôt pour vous dire, ben tiens, si vous avez un filament de telle densité qui est à tel prix et que vous en utilisez autant, ça va vous coûter autant. Bon, voilà. Ça, moi ici, il est plus élevé parce que c'est du PCTG GF. Si j'avais du PLA, hop, vous voyez, on est à 1,24 grammes par centimètre cube, qui est la densité à peu près normale. Si vous utilisez Orca ou Bamboo, n'oubliez pas de cocher la case avancée pour la suite des opérations que je vous dis, puisque certaines options de calibration ne sont pas disponibles si vous n'êtes pas en mode avancé. Alors donc, première étape à faire, c'est la température. Vous voyez qu'ici, la température de la buse recommandée est de 260 à 290 degrés. Mais quand je regarde les caractéristiques sur le site du constructeur, faites toujours ça, hein, puisque même si vous avez deux types de filaments les mêmes, entre des marques, ça peut changer un peu. Et ben, ils disent que la plage est entre 250 et 270 degrés. Donc, si jamais je règle à 250, Orca va me faire un problème. Donc, je diminue ça ici à 250, hein, première chose. Et on va s'occuper de la température d'impression. Alors, l'idée, c'est de savoir si, ce qu'il propose ici, pour savoir, je suis parti d'un profil générique PCTG que je vais venir affiner justement, puisque il faut que ça corresponde au filament, vu qu'il n'y avait pas FiberLogi dans la base de données d'Orca. Donc, est-ce que les 260, 265 qu'il propose ici vont être bons? Alors aussi, hop, ici, je vais faire l'inverse. Je sais pas pourquoi. Alors là, peut-être dites-moi dans les commentaires, mais je vois très souvent que Bamboo Studio recommande une couche initiale plus faible en température que les autres couches. Et moi, pour moi, dans ma logique, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que les premières couches doivent être stables et bien accrochées, surtout si vous avez des supports, enfin, et tout ça, et qu'avoir une température un peu plus élevée qui pourrait provoquer un tout petit peu plus de déformation, c'est pas très grave sur la ou les premières couches. Et puis que c'est après que ça devient intéressant, et donc c'est plus intéressant d'avoir une première couche qui accroche mieux,
Mais bon, voilà. Donc ça, déjà, je vais modifier là. Mais à mon avis, il y aura d'autres valeurs à utiliser. Moi, je fais toujours 5 de plus que les autres couches. Alors pour ceci, dans Orca Slicer, une fois qu'on a plus ou moins fait nos premiers réglages initiaux, on va venir dans calibration. Alors c'est un peu différent sous Windows et sous Mac, mais c'est toujours là. Et on vient cliquer sur température. On peut soit venir mettre une plage personnalisée, soit avoir quelques petites, des presets, hein, des profils par défaut. Ici, moi, je vais utiliser du PCTG, mais du PCTG GF. Donc les plages de température sont quand même plus importantes que celles qu'ils proposent. Donc je vais mettre personnalisé et je vais mettre entre 270 et 240 avec une intervalle de température de 5. Je dis OK, et vous voyez qu'il vient créer cette petite tour. Alors l'idée, ce sera de l'imprimer. On ne bouge à plus rien hein, quand c'est comme ça. On vient l'imprimer tel quel, et puis on vient l'analyser et on regarde un petit peu les résultats. Bon, alors voilà, premier test, le test de température est fini. On va un petit peu l'interpréter. Bon, alors voilà, donc moi je commence toujours par un test de température, hein, mais je termine toujours par le même test de température une fois que j'ai fini toutes mes calibrations, parce que ici on peut voir l'impact de la température sur le stringing, sur les surplombs. Par contre, il y a d'autres paramètres qui ne sont pas encore réglés pour le moment, qui vient faire des défauts sur cette pièce de test. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire tous les tests en même temps. Donc ben voilà, on commence ici avec la température. Ce qui est important de voir sur ce test, c'est premièrement le stringing. Vous avez tous des petits cônes ici à l'intérieur. Alors on peut voir déjà qu'ici, probablement qu'au niveau de ma rétraction, j'ai déjà des bons paramètres puisque ben, j'ai aucun stringing. Mais on peut voir aussi comment est formé le petit cône et essayer de se dire, bon alors l'idée du test c'est très simple, hein, c'est de regarder la plage où on est le plus content, que ce soit au niveau des surplombs, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau du petit cône et de l'intérieur, et ça donne une idée approximative de la température d'impression pour, dans Orca Slicer ils disent les autres couches, donc pour toutes les autres couches que la couche de base. Pour la couche de base, je mets toujours 5 degrés de différence. Ça, c'est pas scientifique, c'est un peu l'habitude. Mais donc, voilà pour ce test de température. Alors moi, dans ce cas-ci, ici, au niveau du test de température, je dirais que à 250 degrés, j'ai les meilleurs résultats. Alors évidemment, ici, on n'est pas sur du PLA. Donc c'est pour ça que les plages de température sont beaucoup plus élevées. Et donc, je retourne sur l'ordi et je vais régler à 250 degrés et puis je passe au test suivant. Alors, je ne vais pas faire un cours sur tous les slicers où on change la température. Toujours est-il que je vais venir changer la température. Je vois que c'est entre 250 et 255, là où, globalement, au vu des différentes choses à regarder, hein, il y avait le surplomb, la finesse d'écriture. Alors, effectivement, rien n'était vraiment beau, mais ce qui était le mieux, hein, c'était entre 250 et 255. Donc, soit je prends entre les deux, et par exemple, je vais dire que pour les autres couches, je prends 253, par exemple, ou alors je prends la fourchette haute, et puis je ferai un test au final et j'ajusterai s'il faut. Donc je vais prendre la fourchette haute, 255, et je vais mettre 260 comme couche initiale. Et donc ça, c'est le premier réglage. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est le test de débit. Alors, on a différents tests de débit possibles. Moi, je vais ici rester sur le test par défaut d'Orca et un test qui se fait en deux passes. Donc, premièrement, le débit, c'est quoi? C'est finalement la force ou la quantité de matière qui est passée à travers l'extrudeur et à travers la buse pour venir créer la couche. Plus le débit est élevé, plus on va avoir de la matière qui va venir. C'est très simple. Si le débit n'est pas assez élevé, il pourrait ne pas y avoir assez de matière. C'est aussi en corrélation avec la température. C'est pourquoi il convient d'abord de faire un test de température. C'est là où on va pouvoir voir de la sous-extrusion ou de la surextrusion. Vous avez vu que sur ma pièce, j'avais de la sous-extrusion. Donc certainement que mon débit était trop faible. Donc je reviens dans les paramètres de filament et je vois qu'ici, mon débit est réglé à 0,94 ou 0,94. Donc comment fonctionne le test de débit? Donc on vient dans l'onglet calibration, débit, passe 1.
et il vient créer toute une série de cubes ou de petites plaques. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer toutes ces petites plaques. Si vous voyez ici, quand on voit le rapport de débit, chaque plaque a un rapport de débit un peu différent. Donc la plaque 1, c'est un rapport de débit de 1. La 5, c'est un rapport de 1,05. Donc par là, on aura plus de débit et par là, on aura moins de débit. On a moins 5. Si on prend moins 5, vous voyez que je suis à 0,95. L'idée, c'est qu'on va imprimer ceci et qu'on va regarder un petit peu la qualité des surfaces de ces petites plaques. Ça nous permettra de venir intégrer une valeur. Alors, ne faites pas de bêtises, pensez bien à une chose, c'est de modifier le filament que vous testez. Regardez ici, moi, ce que j'allais tester, c'était la bambou. Donc, c'était le PLA bambou. Donc, je viens d'abord modifier évidemment le filament que je veux tester avant d'en faire la découpe. Donc voilà, là, je suis bien sur le bon filament. Et je vais lancer l'impression. Petite chose, si vous utilisez une bambou X1 ou X1C, désactivez la calibration du débit. Effectivement, vous pourriez, ici je montre comme si vous n'aviez pas d'imprimante qui permet d'avoir une calibration du débit automatique. Qu'est-ce que fait la X1 ou la X1C quand il calibre le débit? C'est qu'il vient imprimer des lignes ici et avec son lidar, il vient analyser les lignes et il vient dire quelle ligne semble être celle qui offre le meilleur rapport entre la température et la quantité de matière injectée à travers la buse. Ça, c'est la calibration automatique du débit. Ici, le test peut être fait avec n'importe quelle imprimante. Je ne me limite pas aux imprimantes de chez Bambou et surtout au X1, X1C. Donc, je désactive calibration du débit. Éventuellement, vous pouvez faire une mise à niveau du plateau avant pour être certain. Et je vous retrouve devant l'imprimante, pour moi dans 33 minutes et pour vous tout de suite. Alors bon, maintenant ici, on peut voir qu'on a différentes surfaces et certaines surfaces ont de la surextrusion, d'autres ont de la sous-extrusion. On voit là clairement par exemple qu'on a plein de sous-extrusion. Et l'idée, c'est de venir voir à quel chiffre on a la surface qui nous paraît la plus lisse avec le moins de sous-extrusion et pas de surextrusion. Vous voyez ici sur le bord, on a beaucoup de surextrusion. Alors à regarder comme ça, pour moi, c'est la 5. Donc je garde en tête que c'est la 5 et je retourne à l'ordinateur. Alors donc, j'ai mon 5, c'est la valeur que j'ai décidé qu'était la mieux. Je viens venir ici adapter mon rapport de débit. Alors, je rajoute pas juste 5. Ici, on a une petite formule à faire. La formule, je vous l'affiche là, c'est très simple. C'est l'ancien flow ratio, donc l'ancien rapport de débit, 0,94 fois 100 plus le chiffre, donc 0,94 fois 105, divisé par 100. Donc, vous voyez la formule affichée ici, et ça me fait 0,987. Je viens mettre ici 0,987. Alors pour ce qui est de la pressure advance, on verra après. Je viens enregistrer ça et on va faire une deuxième passe. Donc je reviens dans calibration, débit et je fais passe 2. Je veux pas enregistrer le projet en cours. Et maintenant il vient faire 10 blocs un peu différents. Là encore, je viens m'assurer que je choisis bien le filament que je veux calibrer et je lance l'impression. Là encore, on pense bien à désactiver la calibration du débit automatique si on est sur une Bambou X1. Alors voilà, bon, déjà la deuxième passe, ça donne quelque chose de beaucoup plus net. On vient choisir toujours le numéro qui nous paraît être le mieux. Alors moi, je dirais, c'est compliqué parce que c'est quand même vraiment la plupart se ressemblent. Il faut vous assurer qu'il n'y ait pas d'extrusion ou de surextrusion ou de sous-extrusion. Donc il y a des parties dans lesquelles on voit ici qu'il y a un peu, voilà, ça va pas. Mais par contre, j'hésite vraiment. On peut aussi toucher, et au toucher, si c'est un peu trop râpeux, c'est que vous avez un peu de surextrusion. Donc en fait, le moins 6 ou le moins 5, je dirais le moins 5 est chez moi celle qui convient le mieux. Et on retourne à l'ordinateur. Alors, on vient reprendre notre paramètre de calibration. Vous voyez ici notre rapport de débit. On avait calculé avant qu'on était à 0,987. Et on vient refaire ici une deuxième petite formule en repartant de cette valeur-là. Et on applique cette formule-là. Donc, on reprend la valeur 0,987 qu'on multiplie par 100 moins la valeur. Alors, j'ai mis moins 6. En fait, c'était moins 5. Donc, 100 moins 5. Donc, c'est la valeur qui est reprise sur la petite plaque qui nous paraît être la mieux. Qu'on divise par 100. Bon, en regardant bien les carrés, moi, c'est le carré
-2 qui me paraissait être le mieux finalement. La différence était pas très très flagrante, mais voilà. Hein, donc ben, je vais prendre cette valeur-là. Et donc la formule, hein, c'est celle-ci, 0,987 fois 100 moins la valeur du petit carré, divisé par 100. Vous obtenez 0,9672 et voilà, ça c'est votre débit. Alors pour être très très précis dans la calibration de son filament, il y a encore d'autres petits tests qu'on peut réaliser. À vous de voir à quel point vous voulez être précis. Par exemple, on peut activer la Pressure Advance. Attention, si vous êtes sous Marlin, il faut que votre imprimante le gère, enfin que le firmware de votre imprimante le gère, et donc que la commande M900, pour ceux qui s'y connaissent un peu, soit activée sous Marlin. C'est pas le cas par défaut pour beaucoup d'imprimantes sous Marlin. Sous Clipper, aucun problème, on a la Pressure Advance qui est activée. Alors pour trouver cette valeur de Pressure Advance, on a plusieurs tests possibles, toujours dans Orca. Donc on va venir ici dans Calibration Pressure Advance, et là en fait on a 3 tests possibles. Déjà vous choisissez votre type d'extrudeur, Direct Drive ou Bowden. Pour ceux qui connaissent pas la différence, Bowden, parce que il faut faire attention, des fois on a des extrudeurs en direct drive, mais on a quand même un tube Bowden qui part en fait du support de bobine ou du détecteur de filament jusqu'à l'extrudeur qui est en direct drive. Donc c'est pas juste la présence d'un tube PTFE qui va donner, c'est le fait de savoir si l'extrudeur, donc avec la petite roue crantée et tout ça, se trouve directement au niveau de la buse ou s'il est déporté par exemple plus loin sur le côté de l'appareil et tout ça. Si vous avez une imprimante un peu ancienne, il faut vraiment faire attention. Avec les imprimantes très récentes, je connais peu de modèles qui sont toujours en Bowden. Donc moi j'ai une imprimante en direct drive et j'ai plusieurs possibilités. Il faut savoir une chose, c'est que les tests motifs, je vais vous montrer après, et les tests lignes, hein, regardez, ça c'est le test motif. Alors là, il faut découper pour le voir. Ici, c'est le test motif. Et ça, c'est le test ligne. Ce sont des tests qui vont très vite et qui prennent beaucoup moins de matière. Donc, on prend 2,16 g de matière pour faire le test. Mais elles ont un inconvénient, c'est qu'il faut que votre plateau soit extrêmement bien nivelé, puisque la qualité du test est très dépendante de la première couche. Alors évidemment, il faut que notre plateau soit bien calibré, mais voilà. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient de ces deux tests-là, mais qui ont l'avantage d'être beaucoup plus rapides et d'être beaucoup plus... enfin, de prendre moins de matière. Bon, alors moi, je suis à peu près certain de ma calibration de ma première couche, d'autant plus que là, je vais la tester avec la bambou. Donc, ben, je vais choisir ligne PA. C'est la méthode que moi, je préfère. Je fais la découpe. Et vous voyez, on a ce petit test-là qui apparaît. Je l'imprime. Ah, encore une fois, j'ai failli oublier de changer de filament. Et on regarde ça après. Bon, alors là encore ici, il s'agit de venir analyser les lignes. Ici à côté, il y a un chiffre correspondant. Alors ici, on le voit peut-être pas très bien, hein, mais il y a un petit chiffre correspondant. Et l'idée, c'est de venir voir, vous avez ici des lignes, il y a à chaque fois un point où la vitesse change, au début et à la fin. Vous voyez qu'ici, dans les valeurs tout au-dessus, quand la vitesse change, ben, ça n'imprime même pas. On a des difficultés. On a à chaque fois un point un peu plus gros, de chaque côté comme ça. Il faut trouver la ligne qui a l'air d'être la plus parfaite, celle où il n'y a pas de point du tout entre. Pour moi, la ligne qui me paraît la mieux, c'est celle-ci, et ça correspond à la valeur. Alors, j'essaye de lire, ça a l'air d'être 0029. Donc, pour moi, c'est la ligne 0029 qui semble être la plus adaptée. Donc, je vais reprendre cette valeur dans le logiciel. Je viens donc venir ici maintenant activer, je coche la case, hein, activer la Pressure Advance, et donc j'avais une valeur de 0029 que je viens indiquer ici. Alors, il y a un autre test que j'estime faire partie des tests plutôt obligatoires pour avoir vraiment bien son filament calibré. Après, ça fait débat, hein, mais moi, j'aime bien le faire. C'est le test de vitesse volumétrique maximum. Donc, alors pour ça, on revient dans calibration, dans plus, et on fait débit maximal.
on peut laisser les valeurs par défaut, ça dépend un petit peu de votre filament. Si vous avez du filament de vitesse, a priori, il est censé pouvoir encaisser beaucoup plus. Mettre 5 mm3 par seconde comme vitesse volumétrique de début, c'est bien. Après, plus vous allez mettre, plus ça va prendre du temps à imprimer. Mais si vous pensez que vous êtes avec du PLA haute vitesse, n'hésitez pas à mettre 30. Moi ici, je suis sûr que c'est pas le cas. Je vais laisser 20, mais je pense que la vitesse volumétrique maximum de ce PCT-GF va plutôt se situer aux alentours de 12-15. Mais on va regarder. Donc, on choisit une intervalle, 0,5 c'est bien. Il génère ceci, il va l'imprimer en mode vase. Je découpe le plateau. Vous voyez que ça me prend 29 grammes et 43 minutes. J'imprime le plateau. Encore une fois, je vais toujours trop vite. Encore une fois, je change le filament et je vous montre après comment interpréter les résultats. Bon, alors voilà le résultat. Donc pour pouvoir interpréter le résultat, c'est pas très compliqué. Vous voyez qu'on a ici une hauteur et ça commence à déconner un peu à partir de là. Hein. Là, c'est bien propre et puis à partir de là, on a une espèce de grosse tache sombre. C'est là où ça commence à être moins bien. Donc l'idée, c'est de venir mesurer la hauteur entre le plateau et là où ça commence à être un petit peu déconnant. Et ben, chez moi, ça fait 13 mm. Donc on garde ces 13 en tant que valeur et on retourne à l'ordinateur. Et ici encore, on va venir appliquer une formule que je vous affiche à l'écran qui va utiliser les paramètres qu'on a mis ici dans le réglage de début. Et donc, la formule, c'est la vitesse volumétrique de début, donc 5, plus, alors entre parenthèses, la hauteur mesurée, ici 13 fois l'intervalle, donc 13 fois 0,5. Et donc ici sur la calculatrice, vous voyez mieux la formule qui est indiquée. Et on obtient 11,5. Donc j'avais l'impression qu'on serait, je pense, j'ai dit entre 12 et 15. Donc on est à 11,5. Alors c'est pas une super performance pour un filament, mais après on est sur un filament technique vraiment, donc c'est pas étonnant. Et selon le slicer qu'on utilise, on vient régler ça. Ici, par exemple, on vient dans Orca et Bamboo Studio, c'est au niveau du réglage du filament, et dans limitation de vitesse volumétrique, on vient reprendre la mesure qu'on a pris. Donc 11,5, voire, moi je vais mettre 11 pour me donner une petite marge. Et voilà, ça ce sont toutes les étapes que je suis quand je veux calibrer mon filament. Alors il y a d'autres tests de calibration possibles, par exemple pour calibrer le surplomb. Mais ici, moi, je ne vais pas le faire. Je ferai peut-être un test, une vidéo plus tard sur tous les paramètres. Ça peut faire l'objet d'une vidéo. Mais voilà, moi ici, c'était de me limiter à ce qui était vraiment ce que je fais pour avoir une bonne base pour imprimer mon filament. Alors maintenant, on va mettre ces calibrations à l'épreuve et je vais réimprimer la pièce et je vais voir si j'obtiens maintenant une meilleure qualité. Bon, alors voilà, hein, il a bien imprimé, hein, ça valait la peine de se pencher et de prendre du temps au prix de ce filament-là. Donc j'essaye de vous montrer avec l'autofocus qui m'ennuie parce qu'il se met toujours sur, voilà, devant mes yeux, hop. On a pratiquement plus de sur ou sous-extrusion et donc ça c'est intéressant, surtout quand on utilise du filament qui est bien plus cher, qu'on ne peut pas se permettre de le gaspiller. Puis de manière générale, il faut pas gaspiller son filament. C'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à se dire j'ai acheté du PLA de telle marque, ça marche très bien avec le PLA d'une autre marque, ça va être les mêmes paramètres et c'est pas vrai. Ça peut être vrai, mais c'est pas forcément vrai. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez d'autres calibrations, si les calibrations que j'utilise, vous avez des remarques ou des suggestions à faire. N'oubliez pas, on est là pour apprendre mutuellement et pas pour se clasher. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires dans la bienveillance et le respect, que ce soit vis-à-vis de moi ou vis-à-vis des commentaires d'autres personnes. Et je vous souhaite une excellente année 2025. Ciao, ciao!